Bien, en attendant les dernières personnes qui vont nous rejoindre, bienvenue, bravo d'être là. C'est pas encore la dernière ligne droite. Vous pouvez mettre vos casques. Donc enchanté, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, bien sûr, je vais présenter nos intervenants. Je me permets, puisque c'est moi qui ai le micro, et que j'aurai l'honneur d'être l'animateur de cette table ronde. Donc je suis Gilot Malpart. J'ai bourlingué dans le milieu de l'Internet des objets pendant une vingtaine d'années, donc c'est un milieu que je connais bien. Mais aujourd'hui, je vais avoir le rôle de journaliste. C'est un rôle que j'ai toujours rêvé d'avoir, donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui pour vous, avec brio, j'espère. C'est un sujet, alors à moins que vous soyez trompé de table ronde. On va parler d'Internet des objets, on va parler si possible de réussite, mais je pense qu'on va parler aussi d'échecs, de projets connectés. Je pense que si vous êtes là, c'est certainement parce que vous avez eu l'occasion de voir des projets qui ont échoué par le passé. Je pense que j'incarnerai un peu le mauvais petit génie qui va parler des échecs, et puis nos copains ici présents vont parler un peu de comment peut-être éviter certains des écueils. Alors comme tout le monde a vu un peu des échecs, je pense que vous savez à peu près qu'il y a différentes phases dans lesquelles on peut échouer. Parfois ça va être juste dans la conception technique du projet lui-même, parfois c'est dans sa commercialisation, peut-être une fois qu'il est déployé, et parfois c'est tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé d'adéquation commerciale dans le marché, etc. Donc on va parler un peu de tout ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai une expérience personnelle du sujet. J'ai tour à tour conçu, fabriqué, opéré, vendu des solutions technologiques, notamment dans l'Internet des objets. Et j'avais une expérience personnelle qui me disait qu'environ 3/4 des projets allaient ne pas voir les promesses. Alors je ne sais pas si vous savez longtemps que vous êtes dans l'Internet des objets, mais en 2002, quand j'ai démarré, il y avait une grande courbe exponentielle de regarder, on va faire de l'IoT, puis ça va faire une croissance et tout. Et puis en 2008, il y avait la même, et puis en 2015, il y avait la même. Et en fait, cette courbe, elle n'arrêtait pas de décaler parce qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de projets qui échouaient au cours du temps. Aujourd'hui, on va parler un peu de différentes perspectives. Et pour ça, on a, donc je vais commencer sur la gauche, Nicolas Andriot, qui est IoT Country Sales Manager. On va revenir un peu plus tard sur ton profil en particulier chez Vodafone. Ensuite, sur la gauche de Nicolas, il y a Didier Dejoux de Captronic, ingénieur conseil chez Captronic, qui va peut-être nous parler un peu de la façon d'aborder correctement toute la partie intégration matérielle notamment. Et puis, proche du métier de Captronic, mais de manière un peu différente, James Newton, qui est VP développement chez Altior, qui, si vous opérez en France, vous les connaissez certainement, parce qu'ils font pas mal de choses, y compris des développements de box Internet, donc pas que de l'IoT. On devait avoir avec nous Audrey. Alors j'avais insisté pour qu'on ait une femme avec nous. Malheureusement, Audrey est retenue. Audrey est avocate chez Inlaw Avocat. Et c'était intéressant d'avoir la perspective d'un avocat. Sauf que comme elle est avocate, elle est retenue aujourd'hui en audition pour un de ses clients. Et donc elle s'excuse de ne pas pouvoir être là. Elle a aussi la double casquette, non seulement d'être avocate, mais également d'être administratrice de Infranum. Et donc elle pouvait aussi nous présenter un peu cette perspective. On essaiera de remplacer Audrey là où on peut, sur les sujets où on peut. Je pense que quand même ça restera tout de même intéressant. Alors, ma première question aurait dû être pour Audrey, qui accompagne particulièrement les collectivités dans leur déploiement d'infrastructures et de solutions IoT. Et ma question pour Audrey aurait été, quelles sont les différentes priorités que les collectivités doivent mettre en œuvre pour mettre en œuvre des projets qui vont être pérennes. Et je pense qu'elle aurait répondu, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, mais que la première chose, c'est d'abord de définir les cas d'usage pour pouvoir ensuite décliner différentes stratégies. Si on ne part pas du cas d'usage, on va certainement finir dans quelque chose de gadget. Donc ça, je pense que, pour avoir parlé un peu avec elle, elle aurait dit ça. Et ensuite, différentes priorités. Puis je te donnerai la parole, James, pour voir un peu ce que vous faites chez Altior là-dessus. Alors peut-être qu'on n'aurait pas été d'accord avec Audrey. Je pense que sa deuxième priorité aurait été de choisir la technologie adaptée au cas d'usage. Et la troisième, de choisir les bons partenaires. Je serais d'accord pour dire que c'est aussi possible de choisir d'abord les partenaires et puis ensuite la technologie. Ça dépend vraiment de la façon dont son écosystème est conçu et la façon de collaborer. Mais je pense que c'est les trois choses qui sont importantes. Du coup, maintenant, je me tourne vers toi. Est-ce que toi, James, tu as d'autres critères, tu penses, qui sont importants, que vous mettez en œuvre dans les projets ? Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Gilot. Avant de déployer un projet IoT, il faut d'abord définir pourquoi vous voulez faire de l'IoT. Qu'est-ce que vous voulez mesurer?
qu'est-ce que vous cherchez à éviter, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir comme gain. Et en fonction de ces objectifs-là, donc les KPI, c'est le cas d'usage, c'est aussi l'environnement d'usage. Est-ce qu'on parle de indoor, de outdoor, de deep indoor, de sous-sol? Est-ce qu'on est dans la nature? Voilà, tous ces facteurs-là sont à prendre en compte, non seulement pour définir les technologies adéquates pour réaliser le projet, mais aussi les matériaux. On ne va pas traiter de la même manière un boîtier qui va être dehors été comme hiver, subir les changements de température, les intempéries, comme un capteur qu'on mettrait par exemple dans un data center pour vérifier que la température et l'hygrométrie sont à peu près constantes. Donc de ce point de vue-là, je partage entièrement ce point de vue. Choisir le bon partenaire, évidemment, Altior en fait partie bien sûr, et intégrer surtout aussi, alors deux choses. L'une, c'est plus de la volonté du porteur de projet IoT de faire appel à des prestataires qui intègrent directement, parce que ça fait partie maintenant des directives qu'il faut respecter dans la fabrication de produits électroniques dédiés à l'IoT ou pas, qui sont l'éco-conception. Le produit doit être réparable, recyclable, limiter la consommation d'énergie. Enfin, tous ces facteurs-là sont à prendre en compte. Et la cybersécurité, depuis notamment août cette année, il y a la fameuse norme ISO EN 18031 qui exige que les considérations de cybersécurité qui existaient déjà dans la RED, la directive des équipements radio, doivent maintenant être prouvables. Vous devez maintenant prouver que vous avez mis en œuvre ce qu'il fallait pour respecter ces principes de cybersécurité. Donc ce sont des choses à intégrer dès le début du projet, parce que c'est ça qui va déterminer les choix de technologie, l'architecture du produit, le choix des matériaux, et ensuite, bien sûr, les partenaires, fabricants, etc., qui pourront vous accompagner dans la réalisation de l'équipement. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. On ne l'a pas précisé, mais Altior, donc c'est un intégrateur d'objets hardware à l'origine. Et c'est en ça que vous avez une approche particulière. Tu as mentionné éco-responsabilité. Est-ce que vous-même, vous mettez en œuvre des pratiques comme ça pour vos produits? Oui, Altior est un fabricant industriel de produits électroniques pour le compte de tiers. Donc, les projets arrivent chez nous à différents stades de maturité. Il y en a qui arrivent avec une idée et veulent réaliser le produit, l'industrialiser, le produire en masse. D'autres arrivent avec un produit déjà conçu, d'autres arrivent avec un produit qui est déjà fait. Donc on sait porter les projets de n'importe quel stade de maturité jusqu'à l'industrialisation, la production industrielle, en passant souvent par une phase de prototypage et d'épreuves sur le terrain. On va mettre ces protos, enfin le client va mettre les protos sur le terrain, vérifier la réceptivité du marché, les conditions d'utilisation, etc. Tout ça pour dire que Altior a mis en place des économies circulaires déjà depuis à peu près 15 ans. Donc l'économie circulaire, c'est quoi? C'est la capacité de reprendre un produit qui a fini son cycle de vie, de le reconditionner, de le remanufacturer, de le refabriquer et de le remettre à neuf sans mettre au rebut tout l'équipement qu'il y avait. Donc c'est souvent un changement de 2-3 composants. On va vérifier que les pièces mécaniques sont encore bonnes, n'ont pas été abîmées. Tout ce qui a juste besoin d'être nettoyé va être nettoyé. Tout ce qui a besoin d'être refabriqué va être rebrouillé, réinjecté. On refait la pièce. Et du coup, vous avez un produit qui repart à neuf, mais comme vous l'avez compris, il n'est pas neuf. Donc ça, on le fait pour notamment des fournisseurs d'accès à Internet, avec les set-top box, pour aussi des gens qui fabriquent... Enfin, nous sommes le fabricant, mais qui ont des liseuses pour enfants, enfin, voilà, ce genre de choses. Et on emploie à hauteur d'aujourd'hui 87% de la masse de matière plastique mise en œuvre provient de matières plastiques 100% recyclées. Donc on est déjà au-delà des ambitions des accords de Paris sur les gaz à effet de serre. Voilà, c'est vraiment un objectif chez nous, c'est de réduire au maximum l'impact environnemental des produits que nous fabriquons, concilier le statut d'industriel avec des objectifs éco-responsables. C'est pas évident, c'est une vraie stratégie d'entreprise, on met ça en œuvre depuis pas mal d'années et ça a été
confirmée par le passage en statut de société à mission en 2023. Ok, alors tu viens d'évoquer pas mal le sujet. Alors, demain matin, j'interviens en table ronde sur les matières premières et demain midi sur l'économie circulaire. J'allais vous mentionner, mais voilà, tu viens de faire un peu de réponse. On pourra en reparler demain. Je me tourne vers toi, Nicolas. Donc, Nicolas, j'ai dit en introduction, toi, tu es Country Sales Manager, France, Benelux, et même nordique, il me semble. Et les pays nordiques. Ouais. Donc un grand panel, et puis on le dit là dans la définition, même internationale. Toi, tu as même une expertise particulière sur l'innovation, l'IoT, et il me semble que tu as une spécialisation dans les modèles économiques. Donc c'est aussi quelque chose qui pourra nous intéresser demain dans la table ronde sur les modèles économiques. D'un point de vue de Vodafone, donc moi quand j'entends Vodafone, j'entends international. Qu'est-ce que vous voyez comme opportunités ou obstacles qui sont éventuellement facilement levés par des entreprises françaises qui souhaiteraient se déployer à l'international? Puis après, on va revenir sur les écueils. Tout à fait. Merci Gilot. Tout d'abord, peut-être pour l'audience aujourd'hui qui ne connaît peut-être pas forcément Vodafone IoT, je vais présenter un petit peu rapidement. Vodafone IoT, c'est un leader mondial de services liés à la gestion de la connectivité IoT. En termes de chiffres, ça représente quoi? C'est environ 215 millions d'objets connectés sur notre plateforme propriétaire, connectés dans plus de 180 pays sur les 7 continents. Et notre activité principale, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur digitalisation et également afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle de manière durable en offrant une connectivité fiable, globale, mais également une gestion, une plateforme de gestion dédiée à la connectivité. Ça, c'est dans les grandes lignes pour Vodafone, si vous n'avez pas entendu parler de Vodafone IoT. Alors, en ce qui concerne la question, Gilot, je dirais que dans un premier temps, les entreprises françaises ont une opportunité unique aujourd'hui. Et cette opportunité, c'est d'accélérer leur transformation digitale à l'international grâce à l'Internet des objets. Je fais une petite parenthèse sur l'Internet des objets. Pourquoi? Parce que il ne faut plus voir ça simplement comme une solution technologique, l'IoT. C'est vraiment aujourd'hui un levier stratégique qui permettra aux entreprises d'harmoniser les processus, de gagner en agilité et de penser global dès le design de la solution, du service ou du produit, dès le départ. Alors, je réponds à ta question en termes d'opportunités. Moi, j'en vois 3. Alors, il y en a bien plus, évidemment. Je commence par 3. La première, je dirais, c'est l'accès à de nouveaux marchés. Pourquoi? Parce que grâce à des solutions de connectivité qui sont simplifiées, les entreprises vont pouvoir s'internationaliser, se déployer à l'international avec beaucoup moins de complexité technique qu'autrefois. Alors, attention, je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de complexité, je dis simplement là qu'il y a une part de cette complexité qui est déjà intégrée dans le composant ou dans l'élément qui est lié à la connectivité IoT. Ça, c'est le premier point. Mon deuxième point, je dirais, c'est optimisation des opérations. Pourquoi? Parce qu'avec une gestion centralisée de vos cartes SIM, à ça on rajoute la tarification à l'usage, on est dans une situation où on a une bien meilleure gestion des maîtrises de ses propres coûts, mais surtout et également à grande échelle. Là, ça devient intéressant pour les sociétés qui veulent se déployer un peu plus loin. Et le troisième point, enfin, je vais parler d'une réactivité accrue. Les plateformes de gestion de la connectivité, elles vont avoir diverses fonctionnalités, de nombreuses fonctionnalités. Si on en prend une pour cet exemple ici, un système d'alerte en temps réel, ça va permettre à une société une gestion proactive de ses équipements. Et on sait très bien que c'est absolument essentiel dans certains secteurs d'activité comme le transport, la logistique, l'énergie ou encore la santé. Donc ça, c'est les 3 points d'opportunité que je voulais mentionner aujourd'hui. Et c'est là justement qu'un acteur de la gestion de la connectivité tel que Vodafone entre en jeu en offrant une infrastructure mondiale, robuste, fiable, avec une plateforme dédiée, sécurisée à la gestion des objets connectés et avec une équipe en local, en France, mais qui va pouvoir faciliter les déploiements à l'international pour nos clients. Donc, en résumé, j'ai envie de dire, les entreprises françaises, l'opportunité de l'IoT pour elles, c'est de penser global dès la conception du produit, mais de garder le contrôle en local. Ok, intéressant. Ce qui veut dire combiner à la fois la capacité de piloter à distance et bien sûr, quand on parle d'IoT, on parle d'objets eux-mêmes. Du coup, là, je vais me tourner vers Didier.
qui peut-être... alors on a vu un peu l'aspect approche par d'abord définition du besoin, c'est vraiment le démarrage. Et puis James était d'accord pour dire que les partenaires, la techno, tout ça c'est intéressant. Il faut aussi penser à la sécurité. D'ailleurs j'ai aimé un peu l'incise sur... il faut essayer de comprendre un peu les différents éléments de la solution. Pour moi ça parle beaucoup éco-conception. En fait tout ça, ça rentre dans le même cadre. C'est-à-dire que quand on fait de l'éco-conception d'un produit, on amène au même moment, en décortiquant un peu les process, etc., on peut identifier où sont les vulnérabilités pour essayer de penser à la sécurité et puis bien sûr à la durabilité de tout ça. Côté matériel, Didier, donc toi tu as une expertise en ingénierie des systèmes électroniques, en IoT en particulier, et Captronic vous accompagnez depuis au moins 3 décennies, différents projets. Plus de 30 ans déjà, oui. Plus de 30 ans. Pas moi personnellement, mais Ah bah oui, enfin, toi ça fait quoi, 3 ans à peine. Si on revient, on était tous d'accord, donc Audrey et moi, James, pour dire que la chose importante d'abord c'est définir le besoin. En accompagnant pendant 30 ans, j'imagine que vous en avez vu beaucoup des projets. Oui. C'est quoi une bonne définition des besoins ? Eh ben, je vais essayer d'effectivement d'en parler. Merci pour tes questions, Gildo. Alors, tu citais tout à l'heure un pourcentage d'échecs de projet. La première chose que j'aurais envie de dire, effectivement, parmi les échecs de projet, les statistiques montrent qu'il y a environ 40% des échecs qui sont liés à un problème de définition du projet. Donc sujet ô combien important. Contre 30% je crois à la réalisation et 20% à l'organisation. Donc, alors, ce besoin au cours du projet, il va effectivement évoluer en fonction des phases. Il va se préciser dans l'avancement du projet. Donc je suis bien évidemment d'accord avec mes collègues qui ont déjà parlé de scénarii d'usage. J'ai envie de résumer ce qui a été dit de cette façon-là. On va commencer par bien identifier tous les scénarios d'usage du produit qui vont nous servir à consolider toutes les parties prenantes, les interacteurs, sur tout le cycle de vie du projet. Alors c'est d'autant plus important pour l'IoT qu'on va parler de l'objet lui-même, du terrain, mais il y a de la connectivité, il y a du réseau, il y a du back-end. Donc les parties prenantes, les interacteurs sont potentiellement très larges et il ne faut vraiment pas en oublier dès cette phase initiale. À partir de ces cas d'usage, on va bâtir une analyse fonctionnelle. Bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais relativement classique. On va parler des fonctions, des limites de fonctionnalité. On va parler aussi de la façon de les tester le plus vite possible, parce que on arrive des fois à décrire des fonctions qu'on ne comprend pas bien. Donc, la façon d'expliciter, la façon de les tester permet d'être plus objectif, clairement. Et on va les prioriser si nécessaire, avec des critères variables. À cette partie fonctionnelle, il va être assez primordial d'intégrer très très vite dans le besoin toutes les contraintes on va dire, environnementale par exemple, de durabilité, d'éco-responsabilité qu'on voudra intégrer au produit, d'autonomie par exemple sur le produit. Et je vais peut-être particulièrement insister sur la partie contrainte réglementaire. J'allais te poser la question là-dessus. Quand tu dis contrainte, c'est quoi en fait ? Voilà. Alors un projet, on va tout de suite penser et associer un certain nombre de fonctions. Il va servir des marchés différents, etc. Sur lesquels vont s'imposer, et James l'a un petit peu abordé déjà, un certain nombre d'exigences qui sont données par des directives et des règlements. Alors, vous connaissez tous probablement les sujets compatibilité électromagnétique dont on entend parler très souvent, la directive RED qui a été évoquée avec ses contraintes sur les parties radio et cybersécurité notamment, mais dans les autres contraintes réglementaires, il y a par exemple tout ce qui est sécurité tout court. Donc quand on parle de sécurité, c'est la sécurité électrique du produit, c'est le risque d'inflammabilité, c'est des risques thermiques, des risques mécaniques et des risques fonctionnels. Pour répondre à ces exigences, il y a beaucoup de normes métiers qui existent. Donc ce qui va être primordial dans le projet et très tôt dans le projet, ça va être d'aller identifier ces normes métiers qui vont permettre de poser le besoin, les contraintes techniques. Alors pourquoi je dis c'est important ? Parce que certaines des contraintes peuvent avoir des obligations sur certaines fonctionnalités. On reviendra sur des cas d'échec potentiellement à la fin qu'on a pu connaître à ce niveau-là. J'ai entendu plusieurs fois éco-responsabilité, cycle de vie, enfin différentes choses comme ça. Du coup, je vais me tourner un peu vers le public. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent l'analyse cycle de vie, ce que c'est ? Levez la main juste pour que je vois à peu près. Quelques-uns. Ok, pas peut-être même majorité. Peut-être juste on va redéfinir un peu rapidement pour tout le monde. Donc quand on parle de cycle de vie, d'analyse cycle de vie,
C'est une pratique, alors, en l'occurrence normée, ISO 14040, 44, etc. C'est une pratique qui nous permet de regarder depuis l'extraction des matières premières, quand on le fait complètement, depuis l'extraction des matières premières, l'assemblage, l'utilisation, la fin de vie, etc. Où sont les différents procédés, les différents échanges à la fois avec l'envirosphère, donc le sol, l'air, etc. et éventuellement avec ce qu'on appelle la technosphère, les humains, les machines, où sont les différents échanges et les procédés. Et grâce à cette approche, ça nous permet à nous, des entreprises comme Altior ou nous, Mavana, de faire de l'éco-socio-conception. C'est-à-dire qu'on va regarder un peu déjà d'une part où sont les échanges avec l'environnement, quels sont les impacts environnementaux. Et là, quand Didier, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est peut-être important de parler aux autres, quand il a parlé de parties prenantes, c'est aussi à travers cette initiative, cette démarche, qu'on va identifier quelles sont les personnes ou les organisations, éventuellement les animaux, enfin tout ça, tous les acteurs qui vont être impactés par la solution que l'on va mettre en œuvre. Et c'est aussi comme ça que j'évoquais tout à l'heure, le fait qu'on va peut-être identifier des vulnérabilités. Donc là, on vient de parler de risques. En menant cette démarche, on va identifier des vulnérabilités que ensuite, il faut adresser d'un point de vue stratégique. Je continue sur le côté... pardon, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je te laisse avancer. On aura l'occasion de revenir sur les définitions, la précision du besoin qui arrive un petit peu plus tard. D'accord. Parce que là, on parlait de sécurité, donc on entend cybersécurité, mais quand je vais dans la rue, que je parle de cybersécurité, les gens pensent aux adresses email, etc. Là, j'ai des intégrateurs hardware autour de moi. James, pour vous, chez Altior, c'est quoi la sécurité ? La sécurité, c'est dans un premier temps le bon fonctionnement du produit dans le temps. Donc c'est vrai que les gens pensent souvent logiciel quand il s'agit de cybersécurité, mais ça implique aussi des éléments matériels. Alors, d'un point de vue fonctionnement, truc de base, prévoir par exemple la possibilité de mettre à jour le firmware par un procédé local. On connaît des cas, alors, il y a des cas célèbres de serrures intelligentes transformées en presse-papier parce qu'une mise à jour OTA n'était pas sur la bonne version et c'était impossible de mettre à jour les serrures, donc les gens ne pouvaient plus rentrer chez eux, ont dû rendre les smart locks à l'entreprise et il a fallu un mois pour obtenir le retour. Enfin bon, voilà. Donc des erreurs, je dirais, de conception au départ, ça, on va déjà l'éviter. Ensuite, faire en sorte que le produit ne puisse pas servir de plateforme pour lancer des attaques de déni de service sur d'autres services. On connaît aussi, par exemple, le fameux bot Mirai, qui était le premier cas connu, qui utilisait toutes sortes d'appareils connectés à Internet pour attaquer les plateformes de type Netflix et compagnie. Ensuite, c'est pour vous qu'on ne puisse pas profiter des appareils mis en œuvre pour accéder à votre propre réseau, à vos informations. Donc, mettre en place les bons systèmes de cryptage. Alors, pour l'intégrateur matériel, le matériel, c'est un ménage à trois. Enfin, un équipement, c'est un ménage à trois. C'est les pièces mécaniques du produit, le casing, etc. L'électronique, bien sûr. Et ensuite, c'est le firmware qui fait fonctionner l'appareil. Et chez un fabricant tel qu'Alcture, on s'occupe des trois. Et donc, on apporte les couches d'expertise nécessaires sur ces trois éléments de base qui composent un produit. Et donc, la cybersécurité, d'abord, c'est une exigence aujourd'hui de la directive RED qui intègre maintenant l'ISO 18031. Vous devez prouver que vous avez mis en œuvre des mesures pour protéger l'appareil, protéger le réseau auquel l'appareil est connecté, protéger les données personnelles des gens qui utilisent ces appareils. Ce sont des mesures qui sont adaptées selon le niveau, je dirais, de l'appareil mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter de la même manière en cybersécurité un capteur thermique qui va juste donner la température d'une pièce, par exemple. On ne va pas le traiter de la même manière qu'un gateway par lequel passe énormément de données. Donc, à chaque appareil, la cybersécurité va être... le niveau de cybersécurité va être mesuré. Il doit être adapté, bien sûr, au cas d'usage et à l'usage. Alors, je fais un petit aparté, parce que je pense que ça va peut-être intéresser des personnes ici. Tu as évoqué une norme ISO 18031, etc.
préparez-vous, parce on a parlé juste avant d'éco-responsabilité, d'éco-conception. Il y a des travaux qui vont démarrer début 2026 par l'ADEME, donc l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'environnement et de l'énergie, pour normaliser les méthodes de calcul d'empreinte environnementale. Et donc normalement, si tout se passe bien, même période l'année prochaine, il y aura un standard de calcul pour les objets connectés, de comment on calcule l'empreinte environnementale des objets connectés. Ce qui voudra certainement dire que dans les 2 ans qui viennent, il y aura aussi une réglementation. Donc si vous êtes fabricant d'objets connectés, je vous prépare déjà à ce sujet-là. Et je le sais parce que j'y travaille. Je me tourne vers toi, Nicolas, parce qu'on a, jusqu'à présent, on a montré qu'on était beau, on était fort, on savait faire des super projets. Et avec nous, tout se passe bien, n'est-ce pas ? Tout à fait. Est-ce qu'il y a des projets où il y a des écueils qu'il faut peut-être éviter, des trucs évidents ou pas d'ailleurs, hein, enfin. Ouais, tout à fait. Alors, je commencerai par dire que lancer un projet IoT, c'est une opportunité formidable. Plein de bonnes choses. Mais attention, il y a un certain nombre de pièges. Et si on n'adresse pas ces pièges en amont, on va être confronté à un projet qui peut être malmené dès le départ. Il va falloir faire très attention. Je vais citer quelques pièges aujourd'hui. Il y en a plus, évidemment. Mais c'est ceux qui, pour moi, sont peut-être les plus pertinents, que je vois le plus souvent chez nos clients. Le premier que je mentionnerai, c'est de penser à court terme. Si vous n'avez pas de vision stratégique, c'est évident que vous avez un projet, vous allez vous heurter à une collecte de masse de données considérable qui va être mal exploitée, voire même totalement inutilisable. Et j'ai vu des projets qui ont perdu 12 à 18 mois parce que c'était mal ficelé dès le départ. Ça, c'est un élément qui est absolument primordial dans le piège. Le deuxième, je pense que c'est négliger le modèle économique. Sur le modèle économique, si vous n'avez pas un projet IoT avec un use case solide, vous avez un projet qui n'a probablement pas beaucoup d'avenir. Donc il va être très important de pouvoir définir dès le départ un retour sur investissement de votre projet de manière à pérenniser cette solution. Un autre piège qu'on voit souvent, et ça recoupe pas mal de ce que disait Didier et James, c'est sur la cybersécurité, c'est de sous-estimer la cybersécurité. Alors je prends le chapeau connectivité, évidemment, je ne suis pas dans les devices, dans les appareils, je suis plus dans la connectivité même. Et là, pour le coup, il faut se dire que chaque objet connecté, c'est la porte ouverte potentielle à une attaque. On l'a vu dans beaucoup de domaines, c'est vraiment la porte ouverte. Donc il va être essentiel d'intégrer la sécurité dès la conception de la solution, du produit, du service, ce qu'on appelle security by design, mais également regarder gestion des identités ou encore une authentification qui soit forte. Je vais toucher aussi sur un autre piège qui est sur les réglementations. Et c'est des réglementations que je vois différemment de ce qu'Audrey aurait mentionné du niveau public. Je parle des réglementations plutôt internationales. Si on regarde, alors c'est peut-être plutôt mon point de vue, c'est un peu personnel, mais on regarde le contexte géopolitique actuel, on sent que c'est un petit peu tendu. Et cette tension, elle s'applique aussi sur tous les éléments commerciaux entre les différents pays. Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de pays commencent à adopter une souveraineté numérique, voire même du protectionnisme, et du coup, des règles se mettent en place. Sachant qu'il y a certains pays qui faisaient du protectionnisme il y a déjà longtemps et ça rajoutait des contraintes. Ça rajoutait des contraintes, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, ce qui fonctionne dans un territoire aujourd'hui, ça peut être un frein, un réel frein dans un autre territoire, et du coup, ça va ralentir le déploiement de votre solution. Donc, il faut bien penser à anticiper ces changements réglementaires et se dire qu'il y en a de plus en plus. Comme tu dis, ça arrive et il y en aura de plus en plus. Pour moi, il va être crucial d'intégrer dès le départ une approche qui soit agile, capable de s'adapter aux exigences locales, que ce soit sur la conformité, le stockage des données ou encore la gestion des flux transfrontaliers. Ce sont certains éléments sur lesquels il faut vraiment s'appuyer. Je vais finir avec un dernier piège, c'est sur ignorer l'interopérabilité. Parce que des solutions cloisonnées qui ne sont pas compatibles avec d'autres systèmes, ça va tout de suite limiter fortement l'évolutivité et l'usage à long terme de votre solution. Et ça va être un gros souci. Donc, pour résumer, pour moi, je vois 4 grands critères pour réussir son projet IoT. Le premier, ça va être une vision stratégique claire et définie, un modèle économique qui soit robuste, qui tienne la route, une sécurité intégrée dès la conception de votre produit, et enfin une architecture qui soit adaptable et ouverte. Ça, c'est essentiel. Super, tu viens de mentionner interopérabilité. C'est aussi des sujets que les collectivités ont en tête. Grosso modo, quand on
quand on fabrique un objet connecté, souvent, pour avoir été à la place des gens qui fabriquaient des objets connectés, on pense son cas d'usage, on pense que sa techno est la meilleure, et puis on va essayer de la vendre. Et puis ensuite, en face, quand on essaie de vendre, par exemple, sur un marché public, l'acheteur, et je pense qu'Audrey confirmerait, va dire moi j'ai des enjeux contractuels. C'est-à-dire que là, j'ai des marchés qui sont limités dans le temps. Certes, je vais déployer votre solution, mais qu'est-ce qui se passe quand au marché suivant, c'est pas vous qui gagnez? Et il y a malheureusement beaucoup de projets où les objets sont déployés et sont mis au rebut, voire pire, restent dans la nature à la fin du marché. Et le nouveau délégataire de service public arrive et installe un nouveau truc, etc. Donc des enjeux, là où il y a éventuellement une capacité non pas d'avoir un échec, mais de se transformer ces risques en opportunités, c'est de bien prendre en compte l'interopérabilité des systèmes, que ce soit les systèmes hardware ou les systèmes logiciels. Il faut qu'ils puissent échanger. Là, Nicolas évoquait ça au niveau international, mais même au niveau local, parfois l'interopérabilité va être importante. La mutualisation, si possible. Là, je pense vraiment d'un point de vue des collectivités, quand ils déploient ce qu'ils appellent du patrimoine. Ce patrimoine, il va être utilisé par certaines délégations de services et peut-être que d'autres services vont vouloir utiliser la même chose. Quand on commence à déployer un réseau de capteurs IoT dans la ville, vous imaginez bien que l'objectif pour la municipalité et donc pour nos impôts, c'est pas d'avoir un réseau et des objets pour gérer le luminaire, un autre réseau et des objets pour gérer l'eau, un autre réseau et des objets pour etc. Dès lors qu'ils peuvent faire de la mutualisation, ils vont tenter. Et donc si dans votre projet vous avez pensé à ce genre de choses, ça va également vous démarquer. Et puis ensuite, il y a la réversibilité. C'est-à-dire que, malheur, vous devez vous séparer du contrat avec ce client. Ce client va vouloir être intéressé pour récupérer les informations. Ou vice-versa. Vous récupérez un ancien marché de quelqu'un d'autre. Vous seriez bien embêté de ne pas pouvoir avoir l'historique des données. Donc pensez à ça aussi, c'est un différenciateur. Et puis tu l'as évoqué, il y a de plus en plus de pays, de collectivités qui pensent souveraineté. Alors souveraineté, il y a différentes notion dans souveraineté. Alors il y a bien sûr le protectionnisme. Je pense que Vodafone comme moi, on connaît bien que le Brésil avec Anatel depuis 30 ans, c'est compliqué d'aller déployer de solutions sur le territoire brésilien. Maintenant, dans souveraineté, on entend aussi souveraineté de décision de ses choix, c'est-à-dire être en capacité de choisir quel type d'information va être stocké à quel endroit et de pouvoir y accéder à n'importe quel moment. Ce sont des sujets qui sont de plus en plus adressés. Alors nous, là, on est dans une thématique industrie. Je pense que Cyber Expo en parle. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui pourrait vous parler à la fois des risques cyber et de cette souveraineté. Voilà, je pensais que c'était important de dire ça. Et pour vous, Vodafone, interopérabilité et mutualisation, ça veut dire quelque chose? Comment vous mettez ça en œuvre? Oui, alors effectivement, l'interopérabilité, c'est essentiel, c'est effectivement essentiel pour Vodafone. Et je dirais que l'un des grands atouts aujourd'hui de Vodafone pour les entreprises françaises, c'est cette capacité qu'on a à pouvoir garantir une certaine interopérabilité qui soit fluide au niveau de la connectivité. Au fil des années, sur les 15 ans d'ancienneté qu'on a en tant qu'opérateur IoT connectivité, on a développé suffisamment de réseaux avec tous les opérateurs pour pouvoir offrir à nos clients plus de 760 accords de roaming dans le monde, donc une vraie mutualisation et interopérabilité sur la partie connectivité. Mais je reviens sur un point que tu disais, c'est qu'aujourd'hui l'environnement IoT il évolue. Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de pays estiment que l'IoT est maintenant un service régulé. Donc vous prenez le permanent roaming par exemple, pour ceux qui connaissent. Vous avez une SIM globale, donc apatride, qui peut s'accrocher à n'importe quel opérateur dans un pays. Certains pays comme la Chine, l'Arabie Saoudite, la Turquie ou les Émirats Arabes Unis, pour n'en citer que quelques-uns, aujourd'hui ne vous autorisent pas à avoir cette SIM qui roam en permanence en tant que SIM globale. Et donc justement, ce qu'il va falloir pour ça, c'est obtenir une licence locale pour permettre de proposer un service IoT. Je vous épargne le travail nécessaire pour obtenir la licence. C'est quelque chose que peut-être l'acteur de la connectivité peut prendre en compte de son côté. Et justement, face à ces contraintes croissantes, il y a des solutions innovantes. Une en particulier, je mentionne celle de Vodafone, c'est ce qu'on appelle la Global SIM+. C'est une SIM globale, donc le même principe que ce que je disais avant, mais qui a la capacité de pouvoir basculer son profil d'une SIM globale vers un profil local. Et donc par ce moyen, ce n'est pas qu'on contourne la régulation, mais on l'assimile et on permet aux clients de dormir sur ses deux oreilles. C'est basé sur les normes UICC, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait ouais. Okay. Mutualisation, interopérabilité. James, tout à l'heure, tu mentionnais que chez Altior, vous avez mis en œuvre
de la mutualisation des matières premières, grosso modo. Ouais. C'est qu'à un moment, il y a un produit, il part, et puis avant, c'était un peu linéaire. On construit, et puis à un moment, il sera mis à la poubelle. Là, vous récupérez des matières premières, ce qui est déjà top. Est-ce que vous avez d'autres initiatives comme ça de mutualisation, j'ai envie de dire de durabilité? Je ne sais pas ce que tu inclus derrière le mot durabilité, parce qu'il y a alors. déjà deux termes, enfin deux acceptions de durabilité. Durabilité, c'est déjà la durée de vie de l'appareil en lui-même. Donc sa robustesse et combien de temps il va pouvoir fonctionner sans être mis au rebut. À cela, bien sûr, dans ça, il y a aussi l'autonomie. C'est-à-dire, est-ce qu'on met des piles qu'on remplace? Est-ce qu'on met une batterie qu'on recharge? Quelle est l'autonomie? Est-ce qu'on est sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans? Voilà, donc ça, c'est une des premières acceptions de durabilité. Et ensuite, il y a durabilité. Peut-être, je t'interromps pas longtemps, Oui, pour compléter d'un point de vue réglementaire, il y a peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu des indices de durabilité qui commencent à s'afficher, alors sur peu de produits, parce que je crois qu'il n'y a que 2 produits qui sont concernés aujourd'hui, les télévisions et les machines à laver peut-être. Et dans ce cas-là, la notion de durabilité, c'est effectivement un mixte entre la fiabilité du produit et sa recyclabilité. Voilà, d'un point de vue... Donc, j'allais y venir, mais tu as raison de parler de ça. Durabilité au sens impact de l'appareil sur l'environnement. Donc forcément, on va chercher à utiliser, si on peut utiliser la matière recyclée dès la première production du produit, tout en bien sûr respectant le cahier des charges au niveau des propriétés physiques, allons-y, mais aussi assurer la réparabilité, donc la facilité de démontage de l'appareil lorsqu'il revient. Et l'exploitabilité des matériaux dans l'appareil. Le simple fait de peindre ou de vernir ou de coller de la matière dans un appareil le rend non recyclable, non reconditionnable en tout cas. Donc on va utiliser plutôt des vis, des clips, enfin des choses qui peuvent se démonter plus facilement. On va éviter la bimatière. Voilà, rendre le produit réutilisable le plus possible de manière à réduire son impact et du coup respecter cette notion-là de durabilité. J'avais pas du tout pensé à le mentionner, mais maintenant que tu le mentionnes, ça me fait dire qu'il faut le dire. En 2023, j'ai piloté la rédaction de la feuille de route de décarbonation de l'IoT pour les différents ministères français, et Altior avait gentiment contribué pas mal. Donc si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à taper feuille de route de décarbonation du numérique sur votre moteur de recherche préféré. Vous allez tomber sur un document qui fait environ 200 pages, et dans ces 200 pages, il y a une partie sur l'IoT où on a mentionné pas mal de ces différentes choses sur comment bien penser son intégration matérielle pour faciliter ensuite la récupération des composants, des matières et tout ça. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de systèmes, de procédés, d'approches stratégiques, etc. Et très peu, je pense une seule fois, j'ai dû mentionner personne, des gens. J'aimerais qu'on parle des humains, parce qu'en fait, tout ça, si on ne parle pas des humains, ça ne fait pas grand-chose. Didier, toi, vous accompagnez chez Captronic des entrepreneurs, des équipes qui mettent en œuvre des choses. Est-ce que les humains, ce sont des facteurs de succès ou des facteurs d'échec? Alors oui, effectivement, on en a parlé, les contraintes qui s'imposent à nos projets IoT sont de plus en plus nombreuses, sont de plus en plus complexes. Donc un projet IoT, typiquement, il va faire appel à des compétences. Alors, je vais le citer, c'est quand même une évidence pour tout le monde, mais métier, soyez quand même la source du besoin, maîtrisez votre métier. Mais à ça vont s'ajouter potentiellement des besoins en termes de compétences électroniques au sens large, donc hardware, logiciel embarqué, il y aura potentiellement un operating system, potentiellement un logiciel d'IA pour les traiter des données, il y a de la fluidique, peut-être de l'aérolique, de la thermique, il y a du réglementaire, il y a de l'industrialisation. Donc pas facile de maîtriser toutes ces compétences. Il va falloir s'assurer que pour son projet, l'ensemble, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre tout simplement, ni en termes de compétences, ni en termes de responsabilité. Donc un vrai travail à accomplir en interne dans l'entreprise quand on a les compétences pour le faire, ou pour lesquels il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, parce que ces fameux experts qu'on va sélectionner pour que notre projet se passe bien, il va falloir les mettre en mesure aussi de discuter tout au long du projet, parce qu'on parle par exemple de connectivité, mais
la performance radio d'un système, elle va être bien évidemment liée à la fonction radio première, au module qu'on va utiliser, etc. Mais elle va être aussi liée à tout l'environnement proche de ce module radio. Les différentes pièces mécaniques qui vont intervenir, la filerie, le boîtier, même le boîtier plastique ne sera pas complètement transparent d'un point de vue performance radio. Donc ces experts, ils vont devoir communiquer de manière fréquente tout au long du projet. Et il va falloir être en mesure de piloter, de faire en sorte qu'ils se comprennent. Donc ça veut dire que là-dedans, il y a un chef d'orchestre qui va devoir avoir un spectre large de compétences pour supporter tout ça. Il existe, c'est parfait, il faut vraiment le soigner, ou alors il faut qu'il soit supporté par des aides externes si nécessaire, ou d'autres compétences en interne. Donc le facteur humain Captronic par exemple. Oui, par exemple. J'ai encore bien sûr plein de questions pour vous, mais je vois que le temps file, donc je vais peut-être me tourner vers le public, au cas où le public aurait des questions. Est-ce que parmi vous, il y a des réactions, des questions pour nos experts qui sont là? Oui. Oui, bonjour. Vous ne l'avez pas cité comme un facteur de réussite ou d'échec, mais quel est votre retour d'expérience sur les méthodes, les approches agiles, pas agiles, et puis aussi tous ces dogmes dont on entendait parler il y a encore quelques temps, test and learn, il faut casser des choses, etc. Qu'est-ce que vous en pensez et c'est quoi votre retour aussi aujourd'hui là-dessus ? Alors, je veux peut-être faire un premier niveau de réponse et puis je laisserai la main à James derrière. Hein. Donc effectivement, en termes de méthodologie de développement, aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de choses. Pour parler des méthodes classiques, hein, pour commencer, un cycle en V, pourquoi pas quand il y a du logiciel, et il y a tout le temps du logiciel dans les projets maintenant, hein, de méthodes agiles. On pourrait aussi parler de test-driven development, etc. Nos retours d'expérience, nous, seraient de dire qu'il n'y a pas une méthode parfaite qui correspond à tous les contextes et à tous les projets. Enfin, moi, je ne la connais pas en tout cas. Peut-être que vous aurez des avis différents, je ne sais pas. Il va falloir s'adapter. Certaines se prêtent très bien à certains contextes. Dans certains projets, on peut avoir, en fonction des métiers visés, des fonctionnalités, avoir des contraintes normatives sur la méthode de développement aussi. Il ne faut pas l'oublier. Oui, mais j'ai l'habitude de dire que c'est souvent du contexte éventuellement normatif ou sectoriel, et aussi le contexte de la culture d'entreprise. Je n'insisterai pas pour faire une méthode agile avec une équipe qui a toujours très bien travaillé avec un cycle en V et qui ne veut pas changer. Enfin voilà, il y a aussi ça qu'il faut avoir en tête. Merci. Je voulais vous poser une question quant aux perspectives que vous voyez pour l'IoT dans les développements à venir de la connectivité par satellite. Est-ce que vous voyez un potentiel? Est-ce que ça vous génère des surplus de contraintes extrêmement importants pour vos projets? Est-ce que ça lève certaines contraintes, au contraire? Merci. Merci pour la question. C'est encore un sujet qui est peu exploité aujourd'hui. On est dans des phases d'études justement sur la partie satellitaire. On a déjà des clients qui utilisent, notamment dans le monde du utilities, une connectivité IoT cellulaire avec un backup satellite dans des zones blanches, des zones grises où il n'y a pas forcément du réseau. Mais aujourd'hui, de mon point de vue, je ne sais pas si les autres peuvent commenter là-dessus, le satellite est encore peut-être un peu cher. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément prêtes à faire l'écart, le gap là-dessus. Il y a encore beaucoup de technologies cellulaires aujourd'hui qui font le travail très bien. On a la 5G standalone qui arrive également. Mais sur le satellite, c'est un sujet sur lequel nous, Vodafone, on se penche beaucoup. On a beaucoup d'accords et de POC en ce moment qui sont développés pour justement adresser le monde du satellitaire IoT dans les prochaines années. James, tu veux ajouter des choses? Oui, rapidement, dans le satellite, on voit avec notamment les nanosatellites beaucoup de technologies qui sont lancées dans le ciel. Dernière fois que j'ai fait le compte, il y avait, je crois, 32 fournisseurs d'IoT par satellite. Lesquels vont vraiment percer, je ne sais pas. Ce que nous savons en tant que fabricants aujourd'hui, c'est que les terminaux qui exploitent les réseaux satellites sont souvent hybrides, c'est-à-dire vont exploiter les réseaux terrestres quand il y en a et le satellite quand il n'y a plus de réseau terrestre. Je n'ai pas encore vu des terminaux uniquement satellitaires. Ça existe, mais bon, nous on n'en a pas fait. Voilà, et effectivement, problème de coût. Maintenant, en termes d'intégration, de fonctionnement,
pas de barrière particulière. Ça fonctionne comme n'importe quel autre terminal qui utilise une connectivité terrestre, sauf que c'est par satellite. Je confirme d'un point de vue bureau d'études externes, on voit aussi beaucoup d'hybridation, enfin très peu de pure play satellite. Moi, ça devient un peu plus complexe parce que quand on me demande de faire des études d'impact environnemental ou social, comme il y a plus de technologie, ça prend plus de temps. Mais sinon, pour le reste, ça a l'air d'être allé. Allez, on peut prendre une dernière question peut-être avant une conclusion ? Non ? Pas de réaction ? Alors moi j'en ai, bien sûr, j'ai toujours des questions. Peut-être pour le public. On a parlé d'éco-responsabilité, d'ACV, de cybersécurité, etc. Tout ça, ce sont des concepts qu'on a rendus communs dans un terme numérique responsable. Qui parmi vous connaît le terme numérique responsable ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a même des labels numériques responsables, etc. Je vous invite à vous renseigner parce qu'en fait, dans la démarche, quand vous commencez à rentrer là-dedans, vous allez, tout ce qu'on vient de dire là, vous allez rentrer dedans. Vous allez réfléchir à vos parties prenantes, à l'impact de la mise en œuvre des solutions pour vos clients, pour vos collaborateurs, donc vos collaborateurs qui sont vos talents. Sur les notions de cybersécurité, etc. etc. N'hésitez pas, il y a des référentiels, il y a environ 80 points dans ces différents référentiels pour essayer de tenir compte de ces choses-là. Et si ça vous intéresse, sans vous lancer directement dans un label, passez me voir et puis on pourra discuter de tout ça. Alors, je vais essayer de conclure. Ce que je retiens de tout ce que vous m'avez dit, c'est... 1, il faut démarrer par la définition du besoin. Bon, ça a l'air basique comme ça. Bon, on peut commencer comme ça. 2, ensuite, choix de la technologie, choix du partenaire, peut-être l'un ou l'autre, peut-être l'un après l'autre, etc. Et ce qui permet aussi de choisir après si c'est satellite ou cellulaire en fonction des contraintes et des types de déploiement et des partenaires et de leurs capacités. Ne pas oublier la sécurité. Alors, j'avoue que jusqu'à l'année dernière, on en parlait souvent peu. Pour avoir déployé des systèmes à l'international, j'ai beaucoup parlé d'OTA. On a sauvé quelques centaines de milliers de voitures en Afrique du Sud il y a une dizaine d'années parce qu'on avait un système d'OTA qui fonctionnait alors que d'autres pas. Donc la sécurité, la durabilité, ce sont des choses importantes. J'ai entendu que 40% des échecs sont liés à un manque de définition. Donc c'est quelque chose qui est important. Prendre en compte les normes métiers. Alors ça dépend d'où vous venez aussi. Quand vous êtes un grand industriel, je pense que c'est des choses que les gens ont en tête. Quand on est un ou une jeune entrepreneur et on veut essayer de lancer une boîte, parfois on oublie un peu ça. Et je sais, on en a discuté avec Didier, parfois on a vu des gens qui ont lancé des idées hyper sympas, techniquement bien pensées et tout, et qui arrivent sur le métier et non mais juste en fait vous n'avez pas le droit. Enfin vous n'avez juste pas le droit de faire ça. Et donc là c'est du temps, de l'argent, de l'énergie et parfois même des primes humaines parce qu'on a passé du temps à faire ça. Modèle économique, on en a un peu parlé, mais demain il y a une table ronde sur les modèles économiques, donc si ça vous intéresse, on pourra en discuter. Gérer les compétences, en fait j'ai envie de dire simplement avoir une vision stratégique, c'est tout bête, mais c'est un peu la base, c'est ce que tu disais Nicolas tout à l'heure. Prendre le temps et de planifier, ça semble quand même quelque chose qui est intéressant. Et ce qu'on n'a peut-être pas eu trop l'occasion de détailler, on n'a pas trop parlé de risques, oui. mais bien évidemment tout au long du projet, dès sa phase initiale jusqu'à son industrialisation finale, il va falloir gérer les risques. Alors, on a parlé de cybersécurité, mais les risques globaux projet au travers d'une analyse de risque. Oui, merci. Ça me permet de conclure avec un truc. C'est qu'une des choses sur lesquelles je bosse beaucoup en ce moment, et notamment avec l'ARCEP, l'Autorité de régulation des télécoms, et l'ADEME, c'est un sujet qu'on va adresser sur tout 2026, c'est l'adaptation au risque climatique. Parce que pour vous qui avez certainement déployé des objets connectés dans la nature, les conditions de température de demain ne seront pas les mêmes. Quand on a une infrastructure filaire et qu'il neige dessus, il y a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles on doit travailler pour faire en sorte que l'infrastructure numérique puisse être pérenne, tout comme on travaille l'infrastructure routière, l'infrastructure ferroviaire, etc. etc. Merci pour votre attention. On va libérer la salle pour les prochaines interventions, s'il y en a. Je ne suis même pas sûr qu'il y en a. Merci James. Merci Didier, merci Nicolas. Et puis je pense qu'on peut rester un petit peu dans le coin s'il y a des gens qui ont des questions pour nous et continuer la conversation. Merci beaucoup. Alors.